Chers abonnés, je vous salue. Alors, nous allons continuer avec notre formation. Tout récemment, je vous ai annoncé qu'on devait entamer le risque de non-conformité. Alors, exactement, pour vous faciliter la compréhension d'une notion de risque de non-conformité, alors j'ai mis à votre disposition ce que j'appelle par panorama des normes. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi le panorama des normes. Alors, le panorama des normes désigne la vue d'ensemble des différentes règles référentielles et exigences auxquelles une organisation, une banque, une microfinance doit se conformer pour fonctionner normalement. Autrement dit, c'est la cartographie. C'est la cartographie qui regroupe les différentes sources de règles que les banques doivent respecter, banques et microfinances. Alors, voilà, donc pour ce faire, j'ai mis à votre disposition, voilà, ce panorama. Alors, pour commencer, nous avons les normes internationales. Alors, les normes internationales, ce sont des pratiques, ce sont des référentiels, voilà, ou des pratiques qui influencent, ce sont des référentiels qui influencent les pratiques bancaires mondiales. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, GAFI, c'est ce qu'on appelle un groupe d'action financière. Ce groupe-là a pour vocation de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous voyez, donc, dans le déroulement de ces activités, ce groupe-là émet plusieurs recommandations et parmi ces recommandations, il y a également ce qu'on appelle les dispositifs de KYC. La GAFI recommande aux banques de mettre en place un dispositif de KYC, c'est pour pouvoir lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Alors vous savez déjà comment se passe avec, par exemple, ceux qui exercent dans l'illégalité, c'est-à-dire des activités qui ne sont pas autorisées, par exemple la fabrication et la vente des drogues, vous voyez, les trafiquants des drogues. Voilà. Et ils ont besoin voilà, de blanchir obligatoirement pour qu'ils soient en mesure de bien exercer leurs activités. Vous voyez, supposons que je suis un vendeur de drogue, je fabrique la drogue et je vends la drogue, mais pour que j'ai la facilité de bien utiliser ces fonds-là, je dois l'introduire dans un système financier, c'est-à-dire ouvrir un compte dans une banque et placer cet argent dans une banque. Et lorsque je place déjà l'argent là dans une banque, l'argent là devient blanchi, ça veut dire que ça devient de l'argent propre. Vous voyez? Or, ce groupe-là a pour vocation de lutter contre cela. D'où ce groupe a mis en œuvre ce qu'on appelle le dispositif KYC. KYC, ça veut dire, c'est en anglais, l'abréviation, c'est en anglais, ça veut dire connaître ton client. Alors, le client ici peut être une personne morale, une personne physique. Ce n'est pas forcément une personne physique, ça peut être une entreprise, ça peut être une association, ça peut être une personne physique. Voilà. Alors ici, la logique, c'est il faut connaître le client durant toute la relation. Vous voyez, entre la banque et le client, il faut qu'il y ait voilà, suivi, il faut connaître le client. Ouais, on ne connaît pas le client uniquement au moment de l'ouverture de compte, non. Même après l'ouverture de compte, pendant la réalisation de certaines des opérations, il faut connaître le client, il faut savoir connaître le client, son identité, là où le client habite, ce qu'il fait comme profession, voilà, ses sources de revenus, c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle par KYC, d'autres appellent ça KYC, la prononciation peut changer, mais la logique reste la même. Donc, ce groupe-là donne ces références-là aujourd'hui dans les banques quand vous allez faire un retrait. On vous demande pour votre pièce d'identité, la carte d'identité va être valide, on doit voir la date, ça ne doit pas être expiré. Avant de faire tout un retrait au niveau de la banque,
ou de la microfinance vous exige la pièce d'identité. Avant d'ouvrir même le compte, il faut une pièce d'identité, ce qu'on appelle un dispositif KYC, non Your Customer. Avant d'entrer en relation avec une banque, on doit vous connaître. Donc, connaître qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quelle est l'origine de vos, voilà, quelle est la source de revenus, hein, quel est votre, où est-ce que vous travaillez. Tous ces dispositifs-là, ça permet de comprendre qui vous êtes exactement. Donc, ce sont des normes internationales qui influencent les pratiques bancaires mondiales. Voilà. Nous avons également le comité BAL. Nous avons BAL 1, BAL 2, BAL 3. Ce sont des accords. Ce sont des accords qui sont signés entre des banques centrales et des banques puissances. Voilà. Voilà. Donc, BAL, ils vont émettre, par exemple, des références potentielles donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en place des exigences que les banques doivent remplir pour lutter contre, pour réduire l'exposition au risque. Parce que banque étant une activité qui collecte des épargnes, cela implique une responsabilité. Le fait de collecter l'épargne, c'est une responsabilité puisque vous collectez ce qui ne vous appartient pas. Vous prenez cette responsabilité, vous gardez cet argent-là, c'est déjà une responsabilité. Et en même temps, vous prenez ces fonds-là, vous transformez sous forme de crédit. Là, il y a l'exposition au risque. Alors, pour réduire ce risque-là, le comité BAL 1, BAL 2 vont mettre les normes, les exigences, par exemple sur le fonds propre, sur la gestion du risque. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, nous allons ici, par exemple, IIA, Institut d'audit interne, c'est souvent en anglais. Voilà. Ici, on parle, par exemple, ici, on parle des références d'audit interne. Hein, des références sur l'audit interne. On parle de 3 lignes de défense. Voilà. 3 lignes de défense. 3 lignes de défense. C'est par exemple dans une banque, il y a 3 lignes de défense. Première ligne, c'est la ligne opérationnelle. Opérationnelle, par exemple, la caissière, la journée, elle commence son travail, quand il finit la journée, quand il finit sa journée, il contrôle ses espèces et le solde physique et le solde théorique. Vous voyez, ça c'est niveau opérationnel, première ligne. Deuxième ligne, c'est l'aspect contrôle. C'est deuxième ligne de défense, on voit le service contrôle, on voit le service risque, service conformité qui vient pour contrôler le travail de la caissière ou par exemple de l'agent de crédit. Donc c'est un exemple que je vous prends. Et à la troisième ligne, on a l'audit interne qui vient en même temps contrôler la deuxième ligne de défense et la première ligne de défense. Vous voyez, ce sont des normes qui influencent les pratiques bancaires. Donc voilà, dans les banques, c'est comme ça que ça se passe. Celui qui est là, par exemple, au guichet, à la fin de la journée, il doit lui-même contrôler ses aspects, savoir s'il y a un problème, s'il n'y a pas un problème. Mais après lui, il y a d'autres qui doivent venir contrôler ce qu'il a fait. Ça, c'est la deuxième ligne de défense. Et la troisième ligne de défense vient maintenant l'audit interne. Vous voyez, ce sont des normes qui existent. Voilà. Et au niveau régional, nous avons dans la zone CEMAC, pour bien mener ses missions, puisqu'il y en a plusieurs, il y a des acteurs. Nous avons l'Union monétaire d'Afrique centrale, nous avons BEAC, nous avons COBAC. Alors, l'organe, c'est-à-dire la COBAC, c'est la Commission bancaire d'Afrique centrale, c'est l'organe de supervision bancaire. Cet organe-là émet des règlements et en même temps des instructions. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Les règlements s'inspirent des normes internationales. Donc, la COBAC, pour faire certains de ces règlements, il s'inspire des règlements
international. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Mais il tient aussi compte des réalités. Parce que dans le domaine de la finance ou la microfinance, c'est un domaine qui est dynamique, ce n'est pas statique. Vous voyez, donc c'est en fonction des réalités économiques, en fonction de l'exposition au risque, la COBAC peut émettre des recommandations. Et lorsque ces recommandations sont émises, ça devient obligatoire, non négociable. Les banques sont dans l'obligation de les respecter. Sinon, elles seront sanctionnées. Vous voyez? Donc voilà, c'est l'organe de supervision bancaire qui doit émettre des règlements. Il s'inspire des normes internationales. Vous voyez? Donc ces normes-là, lorsque la COBAC adoptent ces normes-là, ils imposent aux banques et les banquiers doivent les respecter. Ce n'est pas pour nuire aux activités des banques, ce n'est pas pour nuire aux activités des établissements de microfinance, c'est pour réduire l'exposition au risque. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Et vous verrez parfois dans un règlement COBAC, il y a, par exemple, on parle du KOC, on parle des LCBT, ces notions-là, dans les règlements COBAC, vous verrez ça. Et à COBAC, par il y a également les instructions. Les instructions COBAC, c'est pour, ça montre comment, comment appliquer certains règlements. Vous voyez, le règlement fixe la règle, l'instruction vient pour montrer comment appliquer le règlement, la règle. Voilà. Donc voilà, il y a les instructions et le règlement. Donc la COBAC, c'est l'organe de supervision. Ok, donc lorsque lui, il adopte tout ce qu'on a vu là, tous ces références-là, lorsqu'ils adoptent, les banques à leur tour doivent obligatoirement les respecter. Sinon, ils s'exposent à ce qu'on appelle risque de non-conformité. Donc, si vous comprenez ici, vous saurez facilement, vous allez comprendre le risque de non-conformité. Alors, à ce moment-là, on a aussi les risques, les normes nationales. Au niveau national, nous avons par exemple la loi. Parce que dans un État, il y a toujours des lois dans différents domaines. Vous voyez, dans le domaine par exemple du transport, il y a des lois, partout il y a des lois. Donc il y a aussi des lois que la banque doit respecter. Par exemple, la loi, on peut voter une loi, voilà, sur par exemple l'enregistrement des contrats aux impôts. Là, on va imposer par exemple aux banques d'enregistrer leurs contrats au niveau des impôts. Vous voyez, à ce moment-là, si la banque ne s'aligne pas, à ce moment-là, la banque s'expose à un risque de non-conformité puisqu'il y a une loi qui est là, qui existe. Vous voyez, donc non-conformité. Conformité veut dire être en accord, être en alignement. Vous voyez, donc si la loi est votée et la banque ne le respecte pas, c'est une non-conformité. Si les règlements de la COBAC, vous voyez, la COBAC a émis ces règlements, vous voyez, et les banques ne respectent pas, à ce moment-là, il y a non-conformité bancaire. Vous voyez? Donc, pour que ces normes-là deviennent obligatoires, c'est la COBAC qui rédige ces règlements-là. Vous voyez? Et le travail de la COBAC, c'est toute une organisation. Hein? C'est toute une organisation, ce n'est pas une personne même qui décide, qui rédige ces règlements. Non. D'ailleurs, il y a toute une équipe. Celui qui préside la session de travail de COBAC, le président de la COBAC, c'est l'actuel gouverneur de la BEAC. Il s'appelle Yvan Tsahana Bangui. C'est lui, le gouverneur de la BEAC, il est en même temps président de la COBAC. Et derrière lui, il y a toute une équipe. Vous voyez, donc lorsqu'il s'agit de rédiger par exemple des règlements, il y a des experts en matière de finances qui sont là, il y a des experts en matière de banque qui sont là, il y a aussi des juristes qui sont là, qui rédigent ces règlements-là. Une fois que ces règlements sont rédigés, à ce moment-là, une fois adopté, ça devient obligatoire. Vous voyez? Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc au niveau national, je vais vous expliquer, au niveau de OHADA, vous qui me suivez, vous savez déjà ce qu'est OHADA, pourquoi OHADA existe. Donc
une banque en tant qu'une société est soumise à ce qu'on appelle par les lois, doivent être organisées au niveau décisionnel. Quand il s'agit de prendre des décisions, et ce qu'il faut faire, il faut tout. Donc, OHADA est là pour encadrer l'organisation de la banque en tant que société, vous voyez, voilà, en tant que société, la tenue de la comptabilité, l'enregistrement des opérations. Donc, la banque aussi est soumise en règle OHADA dans l'organisation, l'enregistrement des opérations. Donc, lorsqu'il ne respecte pas ce qui est recommandé par OHADA aussi, c'est une non-conformité. Ici, on parle aussi de fiscalité. La banque aussi est soumise au droit fiscal, elle doit payer les impôts. S'il ne paye pas les impôts, c'est une non-conformité. La banque elle-même aussi, au niveau interne, a ses normes, ce qu'on appelle les normes internes. Il y a des procédures internes. Vous voyez, pour organiser le travail, on a mis en place des procédures internes pour que le travail ne puisse pas se faire en désordre, que chacun ne puisse pas faire ce qu'il veut. Non, pour qu'il y ait de l'ordre, on a mis en place ce qu'on appelle la procédure interne. Là-bas, on encadre les activités. Comment il faut faire, tout est déjà décrit. Vous voyez, et les procédures internes aussi peuvent varier en fonction des réalités économiques, en fonction aussi des risques. Et souvent, dans les procédures internes, il y a toujours une référence. Vous voyez, soit la référence va porter sur la loi nationale, soit sur la COVAC, mais très souvent c'est sur la COVAC, parce que c'est l'organe de supervision bancaire. Donc les banques, lorsqu'ils rédigent leurs procédures internes, ils se réfèrent souvent à la COVAC, ou si c'est une loi qui concerne, si c'est une norme qui concerne par exemple une loi, ils vont se référer de la loi. Vous voyez, donc c'est un peu ça comment est organisée les procédures internes. Vous allez voir conformément par exemple au règlement COBAC, on va dire, dans procédure interne, ça va vous montrer comment vous devez suivre. Vous voyez, si par exemple on met une procédure interne, par exemple sur le contrôle interne, on va dire conformément au règlement COBAC, tout en portant sur l'organisation du contrôle interne. Vous voyez un peu ça, c'est comme ça la logique. Et ici, il y a la politique interne. Une société étant une société étant exposée dans un environnement concurrentiel doit avoir ses politiques au niveau interne pour fidéliser ses clients, pour gagner ses clients. Donc, lorsque un agent ou un professionnel ne respecte pas ces procédures-là, alors là, on peut parler aussi de non-conformité. Et là, à ce niveau-là, l'agent s'expose à un risque, s'expose au licenciement, blâme et autres. Voilà. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous partager ce soir. En tout cas, merci beaucoup pour le temps accordé. Nous allons maintenant développer avec les cas pratiques. Comme ça, vous allez maîtriser ce qu'on appelle pas risque de conformité, de non-conformité. Alors en tout cas, merci beaucoup. J'étais très ravi de vous présenter le panorama des normes. En tout cas, on est ensemble. Merci.